Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner ces topos sur la sécurité et puis on fera une discussion groupée à la fin, car vous avez vu que finalement le champ à couvrir est très très large. Donc, on accueille maintenant le professeur Marie-Pierre Bonnet, qui est bien sûr aussi anesthésiste réanimateur à l'hôpital Trousseau et qui va nous parler de la sécurité médicamenteuse autour de nos maternités. Merci Estelle, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de participer à cette session de culture de la sécurité en maternité sous l'égide du CAMR SFAR Caro. Et donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un temps assez limité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est les erreurs médicamenteuses. Eh bien, il existe une définition en fait légale de ces erreurs qui sont définies dans un arrêté qui date de 2011 et qu'il s'agit donc de l'omission ou de la réalisation non intentionnelle d'un acte qui va survenir au cours d'un processus de soins impliquant un médicament, bien sûr, et que cet acte peut être à l'origine d'un risque ou d'un événement indésirable pour le patient qui peut être par définition donc évitable. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur prévenir ces erreurs médicamenteuses. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que ces erreurs médicamenteuses, elles peuvent intervenir à n'importe quel moment du processus d'administration du médicament, donc de sa prescription jusqu'à son administration. Et donc plus on multiplie les étapes, bien sûr, plus le risque qu'une erreur médicamenteuse survienne est important. Quand on parle d'erreurs médicamenteuses, on distingue deux types d'erreurs médicamenteuses, donc les erreurs de reconstitution et les erreurs d'administration. En anesthésie, ce sont les erreurs d'administration qui sont les plus fréquentes. Elles concernent 2/3 des cas. Et donc, pour les erreurs de reconstitution, on identifie tout d'abord les erreurs de spécialité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut distinguer donc à la fois une erreur de sélection de la molécule, puis du contrôle de cette sélection, finalement. Donc, on a deux étapes qui font qu'on peut multiplier les erreurs. L'erreur de dilution ou l'erreur d'étiquetage, toutes ces erreurs peuvent s'additionner, évidemment. Et puis, donc, les erreurs d'administration qui sont les plus fréquemment observées dans notre spécialité. À nouveau, on retrouve cette erreur de sélection dans le choix de la seringue, par exemple, pour administrer le médicament, et du contrôle de cette seringue. On va voir que c'est une étape qui est fondamentale pour prévenir les erreurs. Les erreurs de voie d'administration, également, on va voir que c'est un type d'erreur qui est particulièrement fréquent en maternité. Les erreurs de moment d'administration, de volume, de débit, ou enfin les erreurs de patients qui sont moins spécifiques à notre domaine. Ensuite, regardons quelles sont les conditions génératrices d'erreurs qui ont fait l'objet de plusieurs études et de concepts. À nouveau, on voit qu'il y a une multitude de conditions génératrices d'erreurs qui s'observent, qui vont donc de la périphérie vers le centre, qui peuvent concerner l'environnement de travail, l'équipe. Donc Agnès vient de vous expliquer tout ce fonctionnement d'équipe qui a avec ses difficultés et donc qui sont pourvoyeurs d'erreurs. L'individu, c'est-à-dire le soignant, la tâche qu'il effectue et enfin le patient. Et donc, sur ce schéma qui est tiré d'une étude parue dans Lancet il y a 20 ans, vous voyez que ces conditions génératrices sont extrêmement nombreuses et qu'on peut en identifier quelques-unes qui sont particulièrement prégnantes en maternité. Par exemple, quand on parle de l'environnement de travail, l'effectif de soignants, la charge de travail. Donc ça, c'est des éléments qu'on rencontre au quotidien en obstétrique. Je ne vais pas m'attarder plus sur l'équipe puisque Agnès vous a clairement démontré les difficultés de communication qu'on peut observer qui peuvent engendrer des erreurs. L'individu, pareil, en fait, Agnès, elle vous a bien dit, c'est pas uniquement une question de compétences et de connaissances théoriques, mais c'est aussi une question de santé mentale et physique le jour J. Donc c'est tout ce genre de conditions génératrices qui sont vraiment, on le sait bien, très présentes en maternité. De quelles données dispense-t-on en termes d'épidémiologie des erreurs médicamenteuses, notamment en anesthésie? Alors, quand on regarde les études plus anciennes, qui ont 20 ans maintenant, on retrouve une incidence qui est comprise entre 1 pour 900 actes d'anesthésie et 1 pour 133. Donc, ça paraît déjà pas mal, mais en fait, vous avez tous bien compris que ces incidences sont clairement sous-estimées. Pourquoi? Parce qu'elles sont fondées sur une déclaration volontaire de ces erreurs médicamenteuses et que quand on regarde les études plus récentes qui sont prospectives, observationnelles, donc avec une déclaration systématique des erreurs médicamenteuses, on tombe plutôt sur une incidence, alors attention, de 1 pour 25 actes d'anesthésie ou injection, erreurs médicamenteuses. Donc en fait, c'est un problème qui est pluriquotidien. Vous êtes d'accord? Donc c'est vraiment un concept qu'il faut vraiment maîtriser. Alors, pour souligner cette notion de sous-estimation du risque d'erreur médicamenteuse, juste cette letter qui était parue dans l'American Journal en 2019, dans le contexte obstétrical, et qui avait pour objectif initial d'illustrer un effet potentiellement bénéfique de l'embauche d'un pharmacien spécialisé en médecine périnatale. Et donc, les résultats qu'ils ont observés, c'était un doublement du nombre d'erreurs médicamenteuses après l'embauche de ce pharmacien, mais tout simplement parce qu'en fait, les erreurs n'étaient pas
déclarés. Donc vous voyez, ce phénomène de sous-estimation, en fait, il est vraiment réel et multidisciplinaire. Alors, est-ce qu'on dispose également de données sur l'incidence des erreurs médicamenteuses dans le domaine obstétrical? Donc, il y a encore moins de données qu'en anesthésie. Il y a un vieux papier de 2008 donc, qui regardait, donc toujours sous un biais déclaratif important, une série donc, de 4500 déclarations d'erreurs en maternité. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de regarder un petit peu la répartition de ces erreurs médicamenteuses et que ça survient à peu près dans des quantités similaires en salle de travail comme en hospitalisation. Bon, après, ça date de 2008. Et que par contre, les erreurs qui sont potentiellement graves, qui peuvent avoir un impact sur la morbidité maternelle, eh bien, c'est les erreurs qui surviennent en salle de travail, donc qui nous concernent. Et dans cette série, l'ocytocine était particulièrement impliquée dans les erreurs médicamenteuses graves. Donc 3 avec mise en jeu du pronostic vital quand même. Alors, vous l'avez tous compris, la salle de travail, c'est vraiment un lieu qui est extrêmement propice aux erreurs médicamenteuses, parce que quand on regarde un peu toutes ces conditions génératrices, on en retrouve de multiples. Le fait de travailler en multidisciplinarité sans avoir été formés ensemble à l'origine, vous voyez, avec des cultures différentes qui vont s'affronter, un contexte de l'urgence permanent, jour, nuit, des pics d'activité qui sont imprévisibles, et donc toutes ces conditions vont engendrer du stress, de la fatigue, et qui sont vraiment pourvoyeurs d'erreurs médicamenteuses. Et à ces conditions de travail globales s'ajoute également une difficulté spécifique à l'obstétrique, c'est que en salle, et il faut quand même le reconnaître, les femmes ont souvent des caractéristiques similaires. On a quand même une majorité de femmes qui sont primipares en travail spontané, avec une présentation céphalique à terme, et avec une péridurale. Donc à la fois, on a un terrain qui est assez similaire, on a un diagnostic qui est similaire, et en plus, on a la cohabitation des voies péridurales et intraveineuses qui sont extrêmement pourvoyeurs des erreurs de voies d'administration. Alors c'est une photo qui commence à dater un peu, je sais que c'est plus comme ça maintenant, mais voilà. Typiquement, vous voyez des conditions qui sont génératrices d'erreurs, c'est-à-dire que sur la même potence sont accrochés à la fois le pochon de PCEA à l'époque et la perfusion intraveineuse. Donc clairement, honnêtement, je le dis, ça nous est déjà arrivé quand j'étais en garde d'avoir des inversions de pochons. Donc on comprend très bien que dans ces conditions-là, il est même difficile d'éviter de ne pas faire des erreurs. Donc ceci est corrigé. Et donc dans la littérature, les case reports qui concernent des erreurs d'administration entre voie péridurale et voie intraveineuse pullulent. Donc j'en ai mis quelques-uns, je vais passer rapidement. Donc par exemple de l'éphédrine en péridurale, sulfate de magnésium, donc ça, c'est pas grave. Plus grave, du chlorure de potassium. Là, ça entraîne une paraplégie quand on l'injecte en péridurale. Un petit case report que j'aime beaucoup parce que c'était Antoine Mancel, quand il était interne à Béclair, qui l'avait écrit. Pour l'avoir vécu lui-même, en fait, ça l'avait un peu traumatisé, c'est qu'il avait pris de l'OPPI par erreur, parce que les blisters sont exactement identiques et étaient rangés au même endroit. OPPI versus sérum-fi pour le repérage de l'espace péridural. Et au moment de l'injection péridurale, la patiente s'est mise à hurler de douleur. Donc ça surprend, c'est un peu gênant, et heureusement il ne se passe rien, mais donc il faut connaître ce type d'erreur, et donc il a bien fait d'écrire ce case report. Et enfin, dramatique, l'injection intratécale d'acide tranexamique. Donc cette série de cas qui avait été regroupée dans Anesthésia, de 21 patientes, donc avec 20 fois sur 21 une mise en jeu du pronostic vital, et un taux de mortalité de 50%. Voilà, donc attention, vraiment, il y a ce fait d'avoir à la fois des injections périmédulaires et intraveineuses est vraiment un phénomène alors, qui est très prégnant, si j'ose dire, en obstétrique, mais donc qui est une problématique extrêmement importante. Autre type d'erreur qu'on peut observer en obstétrique, c'est des papiers assez récents, vous voyez, 2021 en obstétrique and gynecology, ça c'est des erreurs de patients. Et ce qui est intéressant dans ce papier-là aussi, c'est de voir que finalement la prescription informatique ne nous permet pas de nous protéger vis-à-vis de ces erreurs de patients, parce qu'en fait, c'est en partant de leur registre de prescription informatique et en repérant le nombre de fois où finalement un médicament avait été prescrit à un patient et dans les 10 000 qui suivaient avait été annulé et prescrit à un autre, qu'ils ont pu identifier ces erreurs d'administration patient. Et ce qui est spécifique à ce papier, c'était de comparer le contexte obstétrical aux unités d'hospitalisation médico-chirurgicale, et de manière assez étonnante, ils ont trouvé que le risque d'erreur médicamenteuse de se tromper de patient était 2 fois plus important en unité obstétricale que dans le contexte médico-chirurgical. Alors,
c'est difficile à expliquer. C'est un papier qui est américain, donc c'est un mode de fonctionnement, une organisation des soins. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quand on regardait un petit peu les médicaments qui étaient impliqués dans ces erreurs d'administration, de choix du patient, eh bien, en première position venaient les antibiotiques, mais en deuxième position, c'était les molécules analgésiques, et même en première position si on additionne opioïdes et non-opiacés. Donc, et ça, vous le savez très bien, hein, c'est des médicaments, le paracétamol, l'Ensal, ça, c'est des erreurs qui sont administrées sans prescription, par exemple, c'est une erreur donc, qui peut ne pas être grave, mais, ou encore la morphine par voie orale. Mais donc, ces erreurs en salle sont mises en évidence dans cet article. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le système informatique ne protège pas de ce genre d'erreur. Un autre phénomène qui est particulier à l'obstétrique, c'est que finalement, vous le savez tous, on a 2 patients pour une patiente. Et la cohabitation de la mère et l'enfant, et en regardant cet article qui est aussi récent, qui date de 2020, je suis allée revérifier sur le système de prescription de mon hôpital, et en fait, c'est pas du tout si évident de ça, l'identification de la mère et de l'enfant, ils sont dans la même case. Si c'est une fille, en plus, ils sont de la même couleur. Enfin, on peut franchement se tromper, quoi, et prescrire un médicament qui était prévu pour la mère et le prescrire à l'enfant. Et donc, dans cet article, en fait, 2 exemples sont donnés. Par exemple, du labétalol IV qui a été prescrit au bébé pour une prise en charge d'une hypertension maternelle, bien sûr. Alors, heureusement, il n'a pas été administré au bébé, mais par contre, dans le système informatique, il a été noté comme administré au bébé. Vous voyez, c'est vraiment piégeant. Autre cas, parce que, par exemple, encore, on pourrait se dire, les obstétriciens, les anesthésistes, ils ont l'habitude de prescrire et de faire, ou les néonates, ils ont l'habitude de faire attention de manipuler ce fichier. Mais par exemple, c'est le cas d'une mère qui était schizophrène et pour lesquelles les psychiatres avaient prescrit un protocole de prise en charge avec des médicaments psychotropes. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'ils viennent faire une prescription en maternité. Et en l'occurrence, ils les avaient prescrits au bébé sur la ligne informatique. Voilà, donc ça, c'est des pièges qui sont très spécifiques à la maternité. Donc pour synthétiser sur cette première partie, clairement, les erreurs médicamenteuses, c'est une problématique qui est quotidienne, pluriquotidienne et très importante en maternité. Elles sont sous-déclarées, elles sont très fréquentes et du fait des conditions de travail qui sont très favorisantes à la survenue de ces erreurs. Elles peuvent entraîner des complications qui sont parfois dramatiques et pour autant, elles sont évitables. Et donc, on le sait tous, on est obligé donc, de mettre en place des stratégies de prévention. Alors, vous avez un texte qui fait référence pour prévenir les erreurs médicamenteuses, c'est les préconisations de 2016 sous l'égide de la SPHAR et de la Société française de pharmacie clinique et qui va distinguer deux niveaux d'intervention. Les interventions qui se situent au niveau de l'institution, de votre hôpital, de votre centre de soins, et puis les interventions qui vont venir au niveau du circuit médicament qui sont plus pragmatiques, on va le voir ensemble. Donc ces préconisations, ces préventions des erreurs médicamenteuses, en fait, elles sont le fruit d'une culture de la sécurité qu'on connaît bien en anesthésie-réanimation, mais quand on discute avec les autres spécialités, notamment les chirurgiens, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inscrit dans leur gène comme nous. Donc, comme on travaille tout le temps avec eux, il faut vraiment qu'on soit moteur sur cet aspect-là. Alors, mais bon, maintenant, on a beaucoup progressé ces 10 dernières années, clairement. Et donc, il y a des choses qui sont acquises, notamment au niveau institutionnel, vous le savez. Donc, par exemple, je pense que maintenant, quasiment tous les hôpitaux ont des systèmes de prescription informatisés qui, vous l'avez vu, ne sont pas la panacée, mais qui quand même permettent d'éviter un certain nombre d'erreurs. Ensuite, il est recommandé, donc préconisé, d'avoir des formulations par écrit des mesures de prévention qui sont mises en place au niveau de l'institution. Comment sont traitées de manière spécifique ces erreurs médicamenteuses avec la mise en place de CREX, de RMM, ça vous le savez. Et puis, donc, le fait de déclarer systématiquement chaque erreur médicamenteuse qui va survenir au niveau de l'hôpital, avec la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire qui va traiter ces erreurs systématiquement. Donc, on doit, de manière formelle, avoir mis en place tous ces outils et avoir les preuves qu'on a mis en place ces outils. La formation des soignants, Agnès vous en a beaucoup parlé auparavant, donc je ne vais pas détailler ici. Avec une petite spécificité, c'est la chambre des erreurs. On pourra en reparler après si ça vous intéresse, c'est assez amusant. Et puis également de la lutte contre les interruptions de tâches. Donc ça, c'est Catherine Fischer qui en parlera après. Intéressons-nous maintenant peut-être à une partie plus spécifique de cette présentation, c'est le circuit du médicament. Comment éviter la survenue des erreurs médicamenteuses ? Et donc, ce qui est préconisé dans le texte de 2016, c'est de suivre un fil conducteur. C'est assez évident, mais encore faut-il l'écrire. C'est de suivre la règle des 5 B, c'est-à-dire d'administrer le bon médicament
à la bonne voie, à la bonne dose, au bon moment et au bon patient. Donc déjà, se poser ces 5 questions-là, ça permet, on va voir, un des take-home messages de cette présentation, ça va être que parfois, c'est peut-être les méthodes les plus simples qui sont les plus efficaces. Et donc, il ne faut pas les contourner. Alors, on va commencer par des méthodes un peu compliquées. En partant quand on prend notre circuit de médicaments, comment on peut intervenir pour sécuriser un petit peu cette administration des médicaments. Donc ça, c'est une photo que je vous ai prise du chariot de réserve médicamenteuse de la salle de réveil de Port-Royal quand je travaillais là-bas, avec un système de dispensation automatisé où on va rentrer informatiquement le nom de médicament avec, selon un code qu'on veut administrer. Et on aura uniquement le tiroir dans lequel est contenu ce médicament avec un code lumineux qui va se remettre en place pour repérer le médicament qu'on doit injecter. Et si vous mettez votre main à côté, il y aura donc une lumière rouge qui va se mettre en place. Alors ça, c'est un des moyens de lutter contre les erreurs de sélection, par exemple, des médicaments. Cependant, on comprend bien que déjà, ça a un certain coût, premièrement, et deuxièmement, dans le contexte de l'urgence, ça peut être compliqué. Le code couleur que vous connaissez bien, le code couleur des étiquettes, maintenant qui est largement préconisé et qui a montré ses preuves, et qui est international, alors qui a fait ses preuves, mais juste une remarque sur ce code couleur, c'est qu'il ne doit pas se substituer à la lecture active de l'étiquette, parce que si on se trompe, si on se fie juste à la couleur, on peut induire une erreur médicamenteuse. Et donc, c'est un des travers de ces étiquettes couleurs, mais quand même qui sont passées dans la pratique active. Mais surtout, il faut penser à cette relecture active qui est vraiment incontournable. Pareil pour les voies intraveineuses. Les seringues prêtes à l'emploi, alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu se démocratiser dans les 10 dernières années. Et vous allez voir que selon moi, je pense que c'est une des stratégies qui est une des plus intéressantes pour éviter les erreurs médicamenteuses. Et en plus, ça évite plusieurs types d'erreurs, parce que ça évite les erreurs de dilution, les erreurs d'étiquetage, et en plus, ça diminue le risque de contamination. Donc, au début, on était tous un peu frileux parce qu'il y avait un surcoût qui semblait important. Et puis, en fait, on peut le rajouter, c'est qu'en termes de développement durable, c'est beaucoup plus intéressant également. Ça évite de jeter des produits, de polluer l'atmosphère ou les sols avec du propofol, par exemple, qui n'a pas été utilisé. Donc, ça, c'est clairement l'avenir, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien admis par tous. Je vais vous en faire même la preuve par A+B, par un essai randomisé que j'aime beaucoup. 3 minutes. D'accord. C'est pour ça que je parle vite, je suis désolée, ce n'est pas mon débit, mais j'essaie de donner toutes les infos. Alors cet essai, il est vraiment intéressant. C'est un essai randomisé contrôlé de simulation, et donc qui compare la qualité de la concentration de noradrénaline et d'adrénaline dans des scénarios de prise en charge de choc septique, entre des groupes où on a des seringues pré-remplies de catécholamine versus des seringues qui vont être remplies au moment où survient le choc septique. Et donc, vous voyez en orange la concentration qui est obtenue à chaque simulation avec les seringues pré-remplies, et complètement à gauche, en bleu, donc la concentration quand on a une seringue de novo, c'est-à-dire qu'on est devant un scénario, le patient est en choc septique, et je vais préparer ma seringue d'adrénaline ou de noradrénaline. Vous avez vu la dispersion des concentrations dans la seringue de catécholamine, et je vous ai même entouré, il y a quand même 2 patients pour lesquels dans la seringue il n'y avait pas d'adrénaline, et l'autre où il y avait 1/5 de la dose, 1/4 de la dose. Donc vous voyez, c'est quand même très parlant, et c'est assez convaincant, je trouve, sur l'intérêt des seringues pré-remplies. Le système NRFit de connectiques différentes, donc, qui permet d'adapter uniquement des seringues intraveineuses sur les perfusions périphériques, et donc le connecteur NRFit pour uniquement sur les cathéters de péridurale. Donc ça évite les erreurs d'administration, et qui sont particulièrement pertinents en obstétrique, puisque je vous ai montré au départ que les erreurs d'administration étaient très fréquentes dans le domaine. Et donc juste pour rappel, vous avez une petite fiche qui a été mise à disposition sur le site de l'ASFAR par le CAMR sur ces systèmes de connectiques, et que vous pouvez consulter. Et normalement, les NRFit est mis au marché en France. Alors, vous avez vu, en fait, il y a plein de moyens de prévenir les erreurs médicamenteuses, mais finalement, on va voir que c'est très important finalement de ne pas toutes les mettre en place, mais de distinguer les plus pertinentes. Et c'était l'objectif de cet article dans Anesthésia Analgesia, en regardant à partir des cas qui sont rapportés dans le domaine obstétrical, et notamment en termes d'erreurs dans le contexte d'erreurs d'administration neuraxiale. Eh bien, les mesures qui sont les plus importantes, ce n'est pas les plus chères et ce n'est pas les plus compliquées, mais c'est juste celles où il faut être systématique.
c'est lire toujours l'étiquette, étiqueter systématiquement les seringues. Et enfin, moi, je suis désolée, mais tous les jours, quand je vais en salle de travail, le nombre de fois où je vois des seringues pour lesquelles il n'y a rien qui est marqué, quoi. Je veux dire, sur la seringue. Donc ça paraît trivial, franchement, et pourtant, il faut encore le répéter. Et une des mesures les plus efficaces, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, c'est la lecture par une deuxième personne. Et vous savez que normalement, quand on fait une injection intratécale, par exemple, ou neuraxiale, il est obligatoire que le produit qu'on va injecter quand on fait une rachie, de dire à voix haute qu'est-ce qu'on lit sur la seringue et que ce soit relu par votre aide pour réaliser le geste. Donc ça, je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse systématiquement. Et donc moi, depuis plusieurs années où je fais Stopo, je le fais systématiquement et je le dis aux internes. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bankable. Et enfin, l'idée d'utiliser des connectiques différentes. Pour terminer, pour vous convaincre un petit peu aussi de la difficulté de mettre en place tous ces systèmes et finalement de l'importance de choisir les méthodes qui seront les plus pertinentes, c'est cette étude qui commence à dater un peu du BMJ en 2011 et qui comparait un système idéal, le système Safer Sleep, donc qui additionnait toutes les techniques de prévention des erreurs médicamenteuses, c'est-à-dire un plateau optimisé, que des seringues pré-remplies, que des étiquettes nickel chrome, avec même un code barre pour lire le produit avec une lecture orale à voix haute, alerte sonore pour faire l'antibiotique, etc., versus une prise en charge standard. Et donc l'idée était de regarder si on diminuait la survenue des erreurs médicamenteuses avec un système parfait versus notre prise en charge habituelle. Eh bien, effectivement, on a une différence significative, on diminue le taux d'erreur global quand on a un système Safer Sleep, mais de manière tout à fait décevante, en fait, ce n'est pas les erreurs qu'on voulait prévenir qui vont diminuer, ce n'est pas les erreurs d'administration, ce n'est pas les erreurs d'omission, de substitution, celles qui sont graves en fait pour le patient. Eh bien non, en fait, c'est simplement les erreurs d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le nom du médicament qui est marqué. Donc, très décevant comme système. Et pourquoi ? Parce qu'on regarde un petit peu le taux d'adhésion des anesthésistes réanimateurs à ce système. Évidemment, si vous avez un système complet qui vous impose une prise en charge comme des petits soldats, avec des alarmes sonores pour déclencher l'antibiotique, eh bien, franchement, l'adhésion va être extrêmement mauvaise. Voilà, donc vous voyez, c'est une vraie difficulté. Et je vous invite, donc l'idée, c'est de voir quelles sont les méthodes qu'on est capable de répéter tous les jours un certain nombre de fois pour prévenir quelque chose qui sera extrêmement grave. Donc il faut que tout ça soit acceptable. Je terminerai avec une recommandation de visionnage sur ce documentaire qui avait été tourné par Nils Tavernier à la PHP sur un témoignage de plusieurs patients ou de familles de patients qui ont été victimes d'erreurs médicamenteuses. Et ça permet vraiment de prendre du recul sur la question. C'est très bien fait. Le carreau, Agnès vous en a parlé. Et enfin, juste un petit message sur les manuels du Collège d'anesthésie-réanimation, d'obstétrique et pédiatrie qui viennent de sortir, qui sont disponibles au stand donc, des presses universitaires et qui sont extrêmement pratiques et que je vous invite à aller consulter et à feuilleter, qui sont des manuels d'utilisation plus pour la pratique clinique de tous les jours, mais qui sont actualisés surtout et qui peuvent rendre des services dans vos équipes. Je vous remercie. Merci. Le temps d'accueillir Estelle Moreau. Qui utilise le NRFit parmi vous ? Qui l'a mis en place ? Minorité encore. Je ne suis pas un bon élève.